Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce deuxième webinaire premium des rédactions de La Vigne et de Vitisphère, qui est donc dédié aux enjeux du recrutement. Il s'agit donc de notre deuxième session de rendez-vous pour échanger de manière approfondie sur des sujets économiques et techniques dans un cadre qui est réservé aux abonnés premium de Vitisphère. Je suis Alexandre Abellan, le rédacteur en chef de Vitisphère, et j'animerai cette séance dont le sommaire est le suivant. D'abord, nous ferons le point sur la situation de recrutement des emplois vitivinicoles avec Christine Leclinch, la responsable des job boards du groupe France Agricole. Euh, on la connaît notamment dans la filière vin pour le site Vitijob qu'elle gère depuis une dizaine d'années maintenant. Ensuite se tiendra un échange avec Loïc Perrin du cabinet Terroir Conseil et Performance, une agence fondée en 2014 dans le Vaucluse pour des recrutements en Vallée du Rhône, en Languedoc et en Corse. Et nous aurons aussi un échange avec Florian Granier, le responsable des recrutements de la maison Michel Chapoutier depuis 2018. Enfin, il y aura un temps de questions et de réponses avec vous, auditeurs. Vous pouvez poser des questions directement dans le petit panneau de contrôle. Donc, vous pouvez pour ça donc ouvrir la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche. Vous pouvez taper votre question, indiquer éventuellement à qui elle s'adresse si vous réagissez sur un élément en particulier. Et ensuite, vous pouvez envoyer. Je me chargerai ensuite de poser ces questions et éventuellement de les regrouper quand elles portent sur un même sujet. Vous pourrez également télécharger la présentation qui s'affiche sur l'écran. Vous pouvez déjà cliquer sur la commande dédiée. Juste un petit instant avant de commencer pour que tous les auditeurs arrivent. Je vois que vous commencez voilà, à vous connecter. Vous pouvez déjà prendre quelques instants pour vous présenter. Donc, vous pouvez déjà nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, dans quel vignoble, peut-être aussi ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. N'hésitez pas à utiliser la console, voilà, pour le faire via l'outil de questions. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, envoyez-nous également un petit message et on essaiera de vous assister voilà, dans la mesure du possible. Normalement, c'est un outil qui est assez simple, mais si jamais il y a un souci, n'hésitez pas, vous nous le dites. Donc voilà, vous pouvez déjà nous poser voilà, quelques questions, en tout cas commencez déjà à vous présenter donc sur ce sujet du recrutement qui, on le sait, touche tout le monde dans la filière vin, que ce soit la production, la commercialisation, dans l'administratif, et que ce soit pour les emplois saisonniers ou les CDI. C'est vraiment un sujet qui monte et d'ailleurs qui n'est pas propre qu'à la filière vin, comme nous allons aussi l'évoquer. C'est vraiment un sujet crucial à toutes les échelles. Donc, je commence déjà à avoir des, euh, des retours. Donc on a des personnes qui viennent de Bordeaux, de Gaillac aussi, donc avec des profils assez diversifiés, essentiellement donc dans le recrutement. Donc ce sera intéressant d'avoir effectivement vos retours de praticiens du recrutement et aussi de voir peut-être quels sont aussi les enjeux pour ceux qui sont un peu moins habitués finalement à ces enjeux qui sont très spécifiques. Je vois que nous avons aussi un vigneron du Cher, des opérateurs du Sauternay, et nous avons déjà aussi des premières questions. Donc, ce sera intéressant pour la partie donc à à la fin des présentations. Aussi, donc des vignerons aussi de Bourgogne. Donc, on voit vraiment que ça touche effectivement tous les opérateurs, que ce soit des gros opérateurs dont je vois les noms ou des vignerons de petits domaines. Et bon, je vois déjà aussi un opérateur de cave coopérative à proximité de Béziers qui donc nous dit que lui qu'il est en réelle difficulté pour des saisonniers. Donc c'est vraiment effectivement un enjeu crucial pour tout le monde. Et encore laisser quelques instants. C'est des responsables de formation, ça sera aussi intéressant, et donc des domaines familiaux dont je vois dans toute la France. Là, c'est intéressant, il y a même un caviste. Donc effectivement, on voit bien que ça touche tous les niveaux de la filière. Eh bien, merci beaucoup à tous pour votre participation. Nous allons commencer la présentation. Donc, je vais demander à Christine de Leclinch, de Vitijob, de se connecter pour nous faire part de ses analyses et de sa présentation sur le marché de l'emploi. Bonjour Christine, merci beaucoup d'être disponible.
Merci, bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter quelques chiffres qu'on a sur le site Vitijob. Pour vous replacer le contexte, j'espère que vous voyez bien les diapos. Donc, Vitijob, ça a été créé en 2003. La raison d'être du site, c'est vraiment la mise en relation justement entre les entreprises de la filière vigne et vin et les professionnels en recherche d'emploi. C'est aussi d'accompagner justement la filière sur ces problématiques de recrutement, mais également les candidats pour les accompagner dans leurs projets professionnels. Aujourd'hui, on s'adresse à tous les acteurs de la filière, producteurs, metteurs en marché, distributeurs, les fournisseurs également. On travaille également avec les écoles et organismes de formation ainsi qu'avec les professionnels du recrutement. Aujourd'hui, sur Vitijob, c'est 70 000 professionnels connectés chaque mois dans le but majoritairement des candidats en recherche d'emploi, de stage ou d'alternance. On a aujourd'hui plus de 210 000 candidats inscrits pour 10 000 entreprises qui utilisent notre service. On a fait une petite analyse avec l'équipe pour voir un peu les tendances actuelles du marché de l'emploi. Un marché très dynamique actuellement. On a, sur des données de notre exercice 21-22, plus 43% d'inscriptions entreprises sur le site, démontre bien voilà, le besoin actuellement de recrutement dans la filière, avec cette année un record avec plus de 58% d'offres diffusées sur le site, dont 60% en CDI, donc on est vraiment sur des contrats voilà, pérennes. Euh, Cette augmentation est due à plusieurs faits. Il y a eu en effet la crise du Covid, hein, vous pouvez le voir sur le graphique, qui a eu une forte baisse, hein. Les recrutements ont été gelés pour la plupart sur la première phase Covid début 2020, avec un rattrapage qui a commencé l'été dernier et une forte progression sur le reste de l'année. Donc on voit voilà, beaucoup de dépôts d'offres dans tous les types de contrats, un besoin fort qui malheureusement génère un écart qui se creuse entre les candidats et les offres, hein, parce qu'aujourd'hui on a un nombre d'inscriptions candidats qui reste stable, une baisse des candidatures en ligne. Donc aujourd'hui beaucoup plus de mal à attirer des candidats sur les postes. La baisse en termes de candidature est constante depuis le printemps 21, mais on essaye de mettre en place plusieurs actions justement pour essayer de sensibiliser les candidats de l'écosystème évidemment, mais aussi du hors écosystème, hein, pour démontrer toutes les opportunités d'offres et de carrière qui s'offrent dans le secteur de la vigne et du vin. On est présent auprès des écoles, on fait beaucoup de job dating sur les salons professionnels et on a lancé cette année une saison Vitijobbers, justement pour communiquer sur les métiers, les gens qui font le vin et donner envie de venir vers la filière. Je reviens sur le chiffre de la baisse de candidature en ligne qui est due au contexte actuel. Le secteur de la vigne et du vin n'est pas le seul concerné sur ces problématiques de recrutement. Tous les secteurs aujourd'hui en France sont concernés, beaucoup de mal à attirer des candidats beaucoup plus sélectifs dans leurs offres. Un petit bémol par rapport à la baisse qui est constatée sur Vitijob, c'est qu'on a aussi un autre effet, c'est que de plus en plus d'entreprises ont leur propre site de recrutement, leur page de recrutement pardon, en ligne. Donc les candidatures ne sont plus comptabilisées chez nous, mais chez eux. Donc il faut prendre cet effet aussi en compte dans nos résultats. On a fait un petit rapprochement entre les offres déposées sur nos sites et les CV qu'on reçoit des candidats sur le site, voir un peu qu'est-ce qui est recherché aujourd'hui comme type de profil par le secteur et quels sont les secteurs qui attirent le plus les candidats. On se rend compte sur les deux camemberts. Côté offre, plus de 50% des offres concernent la production. Dans la production, je mets viticulture, les postes en viticulture, vinification, production et embouteillage. Et pour la partie plus commerce, avec les catégories commerce, marketing com, export international et onotourisme, on est à peu près 30% des offres. En face, vous avez des candidats où c'est un peu l'inverse. Ils vont être à 35% intéressés par les métiers de la production et à plus de 50% plutôt sur les postes du commerce. Donc c'est aussi voilà, ce qui peut expliquer certaines difficultés, surtout sur des postes en production aujourd'hui, avec voilà, des candidats plus présents sur la partie des postes en commerce.
Voilà pour un peu l'analyse qu'on pouvait faire aujourd'hui de ce qui se passe en ligne sur le site VitiJob. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme l'indiquait Alexandre, à les partager sur le chat. Parfait. Bah, merci beaucoup, Christiane, pour ces chiffres et ces premières analyses qui permettent déjà donc d'avoir une vision d'ensemble des enjeux donc, que chaque opérateur perçoit à titre individuel dans la filière 20 pour l'emploi. Nous allons donc poursuivre avec des praticiens du marché de l'emploi. Donc j'invite à ouvrir leur caméra et leur micro et que je remercie aussi pour la disponibilité. Donc nous avons euh, Monsieur donc Granier de la Maison Chapoutier et Monsieur Perrin qui est donc consultant, donc tous les deux plutôt rhodaniens, mais qui ont quand même une vision, je trouve, assez intéressante de ce qui se passe actuellement dans le marché de l'emploi. Peut-être pour commencer, de manière un petit peu générale, Monsieur Granier, vous travaillez justement sur 3 secteurs d'activité les plus compliqués pour recruter, l'agriculture, l'hôtellerie-restauration et le bâtiment. D'après votre expérience, quelles sont les spécificités du travail vitivinicole, ou plutôt du recrutement pour la filière, si jamais il y a des spécificités? Oui, on a clairement une spécificité pour recontextualiser rapidement sur la maison Chapoutier. Donc effectivement, on est évidemment une maison de vignes et de vin avant tout, mais on s'est effectivement développé sur d'autres secteurs d'activité puisqu'on a eu la chance de pouvoir acquérir un hôtel et un restaurant que l'on a pu rénover du coup grâce à une équipe de bâtiments et une entreprise de bâtiments que l'on a créée. Du coup, effectivement, alors le secteur hôtellerie-restauration depuis la crise du Covid est clairement sinistré. Ça fait 2 ans qu'on n'a quasiment plus de candidats. En matière vitivinicole, euh, ça reste des métiers qui sont manuels et du coup c'est vrai qu'ils attirent peu ou tout du moins qui attiraient peu parce que ce que je pondère c'est que sur les métiers de la vigne et du vin j'ai l'impression que depuis quelques années on a une réelle vocation des vocations qui se créent que ce soit le travail de la terre que ce soit le travail du vin en lui-même des vinifications et du coup pour reprendre la phrase d'un des responsables d'exploitation qui m'a dit en haut de la colline de l'Ermitage, on a quand même le plus beau bureau du monde. Et effectivement, je pense que travailler dans les vignes, revenir à des métiers qui sont de la terre, c'est ce qui est aujourd'hui aussi important, même si ça reste des métiers manuels qui attirent peu. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Granier. Et vous, Monsieur Perrin, est-ce que vous partagez aussi cette perception des enjeux justement du recrutement entre à la fois du sens et de la difficulté finalement à recruter? Bah oui, bonjour à tous. Bah effectivement, c'est quand même une période particulière. Il y a toujours du monde qui vient faire toc-toc un peu aux portes de la filière sans forcément avoir les formations ou les prérequis nécessaires. J'ai souvent des exemples de gens qui postulent à des postes de directeur technique en disant qu'ils sont chefs de rayon dans tel ou tel supermarché et qu'ils adorent le vin. C'est certainement des candidats qui à terme pourraient intégrer notre filière, mais il y a quand même quelques étapes entre-temps. Et donc voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un marché qui, à minima, est sous tension. Et donc, ce que vous disiez justement, Madame Leclinch, effectivement par rapport à ces tensions actuellement, donc ça a vraiment été exacerbé par la période Covid en fait. C'est vraiment ce qui a été peut-être l'accélérateur, si ce n'est le déclencheur de cette tension particulièrement visible. Il y avait déjà une tendance depuis plusieurs années avec des difficultés à capter des candidats sur les métiers de la production. Sur certains postes, on connaît bien les problématiques pour le poste de tractoriste en particulier et sur un peu toutes les régions. Moi, ça fait 10 ans que je travaille pour VitiJob et ça fait 10 ans que j'entends parler de la pénurie de tractoristes aujourd'hui. Ça s'est accéléré. Alors, il y a eu un effet pendant le confinement avec un besoin de travailler, de retour à la terre, en effet. On a vu plus de candidatures arriver sur VitiJob, également JobAgri, l'autre site qu'on gère sur la partie agricole, qui s'est un peu essoufflé, enfin, qui s'est rapidement essoufflé. Je pense qu'il y a des choses à faire en termes de communication, sensibilisation pour essayer de profiter de cette période où les gens se reposent des questions par rapport à leur poste, par rapport à leur métier, leurs valeurs, ce qu'ils souhaitent vraiment faire. Les métiers de la terre, c'est des métiers passion. On a de la chance de travailler dans une filière passion. C'est comment on arrive à donner envie et accompagner. Je rejoins Loïc sur le fait qu'en effet, quelqu'un qui vient d'un autre secteur d'activité, il y a quelques étapes à passer de formation, mais c'est comment on peut pouvoir accompagner et donner les moyens à ces personnes-là de venir vers ces métiers.
Donc, et voilà. Après, là, ce qu'on a ressenti depuis les derniers mois, c'est qu'on a des tensions sur des métiers qu'on n'avait pas avant sur le site, hein, sur des postes commerce, marketing, hein, qui étaient pourtant des postes avec des nombres de candidatures très impressionnants avant. Donc voilà un peu la tendance qu'on ressent nous de notre côté. Tout à fait. Justement, par rapport à ces postes actuellement les plus difficiles peut-être à recruter, est-ce que vous avez, par exemple, Monsieur Granier, on a parlé des tractoristes, est-ce qu'il y a aussi des fonctions type support, comptabilité qui sont aussi particulièrement compliquées à Ça, les recruter? tractoristes, je partage entièrement. C'est, je pense, le poste le plus compliqué à trouver pour nous. Pourtant, on a essayé d'avoir un certain nombre d'adaptations. Par exemple, ce ne sont pas des personnes qui restent 100% sur le tracteur, mais des personnes qui vont faire 50% de tracteur, 50% de travail de la vigne. C'est des gens également qu'on va être capable de former ou d'aller chercher dès les sorties d'études. Après, sur les métiers à recruter, évidemment, les saisonniers viticoles, c'est toujours assez complexe. Sur les fonctions support, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup plus de concurrence entre les employeurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on contacte un candidat, il a déjà 2, 3, 4 pistes en cours. On reçoit moins de candidatures. Du coup, les candidats sont de plus en plus sélectifs. Et clairement, sur les fonctions support, il faut réussir à les attirer. En plus, nous, on est à Terre-Hermitage, donc c'est vrai que la localisation elle est hors des villes, alors que beaucoup de postes finalement de fonctions support sont à pourvoir en ville. Du coup, c'est toujours assez compliqué oui, de les attirer. Tout à fait. Merci, M. Granier. Justement, effectivement, on va évoquer l'enjeu du recrutement un peu entre saisonniers et CDI. Et par rapport à vous, votre expérience, Monsieur Perrin, au sujet de ces postes les plus difficiles à pourvoir, est-ce qu'on en voit donc de nouveaux postes particulièrement compliqués, des choses qui étaient inattendues, peut-être, en tout cas inhabituelles? Bon, alors bien sûr, il y a le tractoriste, mais moi, je me garde bien de m'occuper de ces postes-là. Je ne sais pas faire. Les quelques conseils que je peux donner par rapport au tractoriste, c'est que Florian vous disait parfois proposer des postes un peu mixtes. À contrario, il y a des gens qui n'envisagent pas de descendre de tracteur. En tout cas, c'est de comprendre quelles sont les attentes, les objectifs, comment valoriser un tractoriste. Et c'est peut-être un peu une tarte à la crème ce que je vais vous dire, mais c'est pas forcément une population qui arrive à identifier et à exprimer ses besoins. Et donc pour moi, c'est vraiment le manager qui doit prendre du temps, prendre de la disponibilité pour savoir comment sécuriser le tractoriste. Et puis, bien sûr, ne pas avoir un salaire qui soit en dessous du marché. Le salaire n'est jamais pour moi une source de satisfaction. C'est important que ce ne soit pas une source de frustration. Là où moi, je suis particulièrement surpris, c'est sur les postes de cave. Euh, Avant, quand j'avais un poste de maître de chai ou même de caviste sur un domaine un peu intéressant, je croulais sous les offres, vraiment, et il s'agissait de sélectionner. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et ça, c'est interpellant. Moi, j'avais un petit peu fait le parallèle avec tous ces gens qui étaient dans l'hémisphère sud régulièrement, qui voyageaient, en me disant, bah, à un moment, ils peuvent plus voyager, donc on va bien les avoir dans nos offres. Ah non. En tout cas, il y a toujours, ce différentiel. Euh, voilà. Et puis, je reviens sur le tractoriste. Ma lecture, c'est quand même structurellement, la pratique, les pratiques agronomiques impliquent de plus en plus de tracteurs. Il y a peu de formation. Les gens qui sont formés peuvent des fois en avoir marre, préfèrent partir dans le BTP ou dans d'autres milieux. Donc, oui, bien sûr que le sujet du travail mécanisé, c'est un sujet particulièrement sensible aujourd'hui. D'accord. Voilà ce Très que bien. je pouvais vous dire. Merci beaucoup, M. Perrin. Et justement, par rapport à l'enjeu donc des différences de recrutement, peut-être en tout cas de difficultés de recrutement entre les saisonniers et les CDI, quels sont voilà, les éléments que vous avez pu voir sur Vitijob, Madame Leclinch? Alors oui, une difficulté de capter des saisonniers de plus en plus, une difficulté avec des vendanges qui sont de plus en plus précoces aussi, ce qui explique avant c'était plutôt septembre, donc les étudiants n'avaient pas forcément commencé leurs cours, mais avaient eu leurs petites vacances avant aussi. Donc ce décalage joue aussi dans la difficulté de capter des candidats. Là, on est généralement sur du hors écosystème aussi. Donc pas les mêmes réseaux non plus pour
communiquer sur les offres. Je sais que les domaines ont eu de plus en plus de mal par rapport au respect des règles d'accueil des saisonniers sur leur domaine, donc des difficultés à héberger aussi ces saisonniers. Un domaine qui n'a pas la capacité ou qui ne peut pas proposer des logements, c'est compliqué aussi pour le saisonnier d'être présent. Donc ça joue aussi, ça contribue à la difficulté de recruter. Et avec aussi des missions qui vont être étalées sur plusieurs semaines. Je pense qu'il y a un lien aussi directement avec ces vendanges qui ont évolué aussi dans les dernières années. Donc sur les postes saisonniers, c'est vrai qu'on a du mal de plus en plus aussi à capter des candidats. Voilà un peu ce qu'on peut dire, ce qu'on voit nous sur VitiJob. Merci beaucoup. Et Monsieur Granier, vous, quelle est votre stratégie? Comment est-ce que vous finalement vous comportez par rapport à des recrutements en CDI et en saisonnier? Quelles sont les distinctions que vous faites? C'est pas exactement les mêmes attentes que vont avoir effectivement la population saisonnière ou la population en CDI. Vous aviez parlé du logement. Effectivement, il y a un certain nombre de domaines qui ne sont pas en capacité d'accueillir enfin, ou d'avoir des logements, puisqu'en plus il faut que les logements soient décents, etc. Il faut quand même pouvoir accueillir des gens. Nous, typiquement, on a extrêmement peu de logements. Donc on ne peut pas les accueillir. Après, c'est vrai que pour capter un saisonnier, aujourd'hui, nous, on joue beaucoup sur le bio, sur la biodynamie. Ce sont des annonces qui finalement sont assez courtes, qui sont très portées sur des tâches précises. Le saisonnier, il a besoin de savoir à quelle heure il va commencer, qu'est-ce qu'il va faire, quel va être son salaire. Il a besoin d'informations qui finalement sont extrêmement prosaïques. Les CDI aujourd'hui et encore plus sur les cadres, comme le disait Loïc Perrin, ils sont en attente d'autre chose. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir le métier, mais ils ont besoin d'avoir du sens, ils ont besoin d'arriver dans une entreprise qui prône des valeurs, que ce soit le bio, que ce soit le respect, que ce soit la convivialité. Ce sont des valeurs fortes. Et en même temps, il ne faut pas non plus survendre une marque employeur en se disant oui, chez nous tout est beau, tout est joli. Oui, certes, on essaye de faire le maximum, mais oui, il y a une charge de travail qui est très élevée. Oui, on peut aussi être parfois en sous-effectif parce que justement pénurie de recrutement. Donc il faut réussir à les attirer sans pour autant cacher la vérité. Il faut leur donner cette vision long terme. Vous arrivez chez nous dans un poste, qu'est-ce que vous allez faire dans 3 ans, dans 5 ans? Et il y a une vraie recherche de sens qu'il y a aussi chez les saisonniers, mais on n'est pas exactement sur le même sens. Pour moi. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Monsieur Perrin, de votre expérience sur ces enjeux, peut-être, je crois que vous faites peut-être plus de CDI, mais vous avez aussi des demandes, Oui, je je crois, fais très peu plus croissantes. de saisonniers. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que effectivement, l'idéal, c'est de proposer un logement, grand scoop. Et quand on n'est pas en capacité de proposer un logement, je pense il s'agit un peu de prémâcher l'intégration locale d'un candidat en faisant par exemple un partenariat avec un camping. Alors c'est sûr que les partenariats avec les campings, plus les vendanges sont anticipées, plus on est en compétition avec une saison touristique forte. Ça, c'est une problématique. L'autre ressource est en général de pouvoir se regrouper avec différents collègues pour pouvoir proposer un certain nombre de jours de vendange, parce qu'un domaine qui fait 20 ou 30 hectares, dont une partie à la machine, quelque part, sera-t-il assez attractif pour un candidat? Pas forcément. Quand on se regroupe, oui. Alors bien sûr, ça les impacte. C'est-à-dire que si 2 domaines veulent vendanger le même jour, il va falloir faire des choix. Mais je pense que ce choix-là, il est moindre que de laisser des raisins sur pied. Et je réagissais par rapport à la vision de la maison Chapoutier. Pour moi, c'est une tendance que j'avais identifiée il y a quelques années. La conversion vers le bio et parfois vers la biodynamie, c'est quelque chose qui pousse encore plus côté producteur, côté vigne, pour être clair, parce que c'est là où ça se joue, que consommateur. C'est-à-dire qu'il y a des clients, moi j'ai des clients qui sont devenus bio pour attirer les équipes techniques, parce que 80% des gens qui viennent dans mon cabinet pour un entretien de carrière, ils me disent, moi je veux pas mettre du glyphosate, moi je veux savoir ce que je mets,
Et donc, le bio, c'est vraiment le minimum que je puisse faire. Voilà. Donc, toute l'attractivité bio et biodynamie. Alors, biodynamie, c'est bien sûr un sujet qui est un petit peu plus clivant. Il y en a qui adhèrent, d'autres qui adhèrent moins. Mais voilà. Mais clairement, j'étais encore hier soir avec un candidat qui postule sur un poste de chef d'équipe sur un nœud de Novène proche de l'Ermitage et qui m'a dit moi, je quitte mon entreprise actuelle pour justement quitter tous ces produits et revenir vers le bio. Et ça, c'est une vraie tendance. D'accord, bah, merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc on commence déjà un peu à venir à ouvrir la boîte à outils finalement de comment réussir à débloquer un recrutement difficile. Donc je vous propose peut-être déjà de repartir sur les bases. Peut-être Madame Leclinge, voir un peu comment est-ce qu'on peut bien préparer un recrutement, notamment avec les offres d'emploi. Peut-être quelles sont les bonnes pratiques et au contraire les erreurs à éviter. Je crois que vous avez un support pour présenter ces éléments. Oui, en effet, tout débute par l'offre d'emploi et il ne faut pas négliger le temps à passer sur la rédaction et la réflexion qu'on a au moment où on va diffuser son offre d'emploi. Ça fait gagner beaucoup de temps dans la qualification et la sélection des candidats par la suite. Voici voilà, quelques conseils que j'échange avec vous aujourd'hui. Pour préparer son offre, déjà se poser la question, rédiger la fiche de poste. Quelles seront les activités, missions du poste en question, les hiérarchiser par rapport à l'importance. Attention aux annonces, et on en voit beaucoup, la recherche du mouton à 5 pattes qui va devoir intervenir sur un peu partout. Ça fait peur et vous risquez d'avoir moins de candidatures. Vaut mieux par la suite, voilà, dans l'échange et en fonction de la personne que vous rencontrez, voir quelles missions lui seront données, mais au moins donner les missions principales. Quels sont les résultats que vous attendez de la personne, les compétences et connaissances principales nécessaires pour le poste et quelle attitude professionnelle vous attendez aussi de la personne. Ça, c'est vraiment le document de préparation à la rédaction de son offre d'emploi. Une fois qu'on a déjà délimité un peu toutes ces parties-là, c'est définir le poste, quel est le contrat que vous souhaitez, la durée. Attention, on voit souvent des entreprises qui ont peur de s'engager sur un CDI, qui vont proposer dans un premier temps un CDD en se disant que si le CDD fonctionne, ils passeront ensuite par un CDI. Déjà, c'est pas forcément possible de le faire. Et de deux, vous n'allez pas attirer les mêmes personnes sur des CDD et des CDI. Donc voilà, si le poste nécessite un CDI, partez directement sur un CDI. Il y a des périodes d'essai, elles sont là aussi pour faire le point avec le candidat sur les premières semaines. Quel sera le statut du poste, le salaire, le temps hebdo, le niveau dans la hiérarchie. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous passez à la rédaction de l'offre. Le choix du titre est important. Généralement, on conseille de mettre le poste, tout simplement. Le choix du ton aussi de l'annonce. Comme on disait, de plus en plus d'opportunités pour les candidats, donc des candidats de plus en plus sélectifs dans leur choix sur les offres diffusées. En fonction du poste, en fonction de vous, votre entreprise, c'est aussi voilà, choisir le ton que vous donnerez à l'annonce. Je sais que nous, dans nos recrutements qu'on fait en interne, on est passé au tutoiement parce que c'est l'esprit aussi qu'il y a dans l'équipe. On essaye, voilà, à travers nos offres, montrer un peu l'esprit, l'ambiance qu'il y a dans l'équipe que rejoindra la personne. C'est parler de son entreprise, son histoire, l'environnement de travail, les valeurs, les spécificités. Justement, c'est là où il est intéressant de parler, voilà, culture bio, biodynamie. Et encore une fois, voilà, je rejoins Florian sur le fait qu'il ne faut pas mentir non plus. Il y a la réalité du travail aussi. Il ne faut pas faire une offre trop alléchante. Il faut rester réaliste dans ce qu'on détaille. Donc voilà. Et après, donc à travers tout ça, c'est réussir à se différencier dès l'offre d'emploi. Et surtout apporter un soin au traitement des candidatures, c'est-à-dire bien répondre à l'ensemble des candidats, les candidats que vous avez reçus et qui ne seront pas sélectionnés, les appeler, leur expliquer pourquoi. C'est important parce que ces mêmes candidats pourraient être amenés à repostuler chez vous un jour et s'ils n'ont pas eu de nouvelles à la suite d'échanges ou de dépôt de candidature, c'est
c'est des candidats en moins, le réseau est petit, des candidats parlent entre eux aussi. Donc voilà, faire attention sur cette partie-là. Voilà pour les quelques conseils qu'on pouvait vous donner sur la rédaction de l'offre. Merci beaucoup Christine pour ces conseils. N'hésitez pas d'ailleurs, chers auditeurs, si vous souhaitez poser des questions par rapport à ce qui a déjà été évoqué ou par rapport à d'autres points, ce sera pour la suite après cet échange. Peut-être vous voir un petit peu sur ces bonnes pratiques là qui viennent d'être évoquées. Peut-être Monsieur Perrin, pour vous effectivement cet enjeu de bien prioriser les missions, de pas trop chercher finalement à quelqu'un qui soit ce fameux mouton à 5 pattes. Pour vous, c'est l'une des bases d'une bonne offre de recrutement. Oui, pour moi, le cœur, c'est déjà le titre. Et le titre, il s'agit d'être factuel et bien en même temps un petit peu attractif. Alors, ça ne veut pas dire seconde exploitation, c'est pas forcément celui qui passe la bineuse toute la journée, mais quelque chose qui donne envie d'ouvrir. Moi, je regarde toujours le nombre de fois où les annonces sont vues et puis le pourcentage parmi les gens qui ont regardé l'annonce de candidature. Alors, c'est un pourcentage qui est faible, mais j'essaie de comprendre si c'est le titre ou l'annonce. Et parfois, c'est juste que l'annonce n'est pas ouverte parce qu'il y a peu de candidats et que ce jour-là, il y a peut-être d'autres offres concurrentes. Donc moi, ma bonne pratique, et c'est pour aussi beaucoup donner de l'argent à Vitisphère, à Vitijob, c'est moi très régulièrement, dans mes budgets, je remets l'annonce en tête de ligne pour dire, c'est pas parce que vous n'avez pas candidaté la semaine dernière que l'annonce n'est plus valide. Et oui, j'attends des candidatures de qualité et postuler. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à chacun, c'est d'aller régulièrement remettre en tête de liste votre annonce pour dire, c'est pas un truc que j'ai oublié qui est encore dans les méandres de Vitijob, c'est un besoin que j'ai aujourd'hui. Après, moi, ma pratique par rapport au salaire, je considère que pour les salaires de cadre, je ne mets pas les rémunérations. En dessous, je pense que ça peut faire sens parce que c'est une dimension importante. Au-dessus, pour deux raisons. Parce que des fois, on peut trouver quelqu'un qui est surdimensionné, mais on va quand même trouver un poste qui va lui convenir. Et puis l'autre raison, c'est que des fois, mes clients n'avaient pas anticipé le niveau de prix actuel sur le marché. Et je préfère dire, regardez, on a 4 candidats de qualité, ils sont un peu au-dessus du budget, c'est peut-être l'occasion d'augmenter votre budget. Donc moi, c'est ma pratique, je vous partage comment je fonctionne, je ne suis pas convaincu que ce soit la seule façon de fonctionner. Et puis la dernière chose, c'est quelque chose de pas évident, hein, c'est se mettre à la place du candidat, c'est-à-dire comprendre quelle est la vision du poste du candidat, pourquoi il va préférer venir chez moi, pourquoi il va préférer venir chez un autre, et pas être dans une logique qui soit centrée sur les besoins du domaine, les contraintes financières du domaine. Non, j'ai pas de logement parce que j'ai pas de logement, et puis c'est à prendre ou à laisser. C'est vraiment un contrat de travail, c'est la rencontre de deux individus, et plus un employeur arrive à se mettre dans la lecture, à avoir de l'empathie pour comprendre le quotidien du candidat, plus ça me semble efficace d'arriver à une conclusion saine pour tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Florian. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce dernier point, sur la vision du candidat. C'est vraiment extrêmement important. Pour moi, il faut pouvoir et savoir rédiger des annonces spécifiques selon le type de population. Si on s'adresse à un comptable, un RH ou un commercial, pour moi, on doit savoir s'adresser différemment. Le commercial, il connaît parfaitement son produit, il a une passion pour le vin. Il faut savoir réussir à trouver les bons mots pour réussir à le convaincre finalement de venir chez nous. Un comptable aura peut-être moins cette passion vin, mais plus une passion chiffre. Et donc, on va peut-être tourner l'annonce autrement. On va mettre différentes missions qui sont différentes. Pareil comme on disait, hein, pour les saisonniers, des annonces qui sont concises, qui sont claires. Pour les CDI, peut-être mettre un peu plus de sens. Clairement, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. La remise en tête de liste, ça c'est absolument certain qu'aujourd'hui, passer juste une annonce, ça suffit plus. Donc on est obligé de la passer, de la repasser tous les mois. On est aussi obligé de démultiplier les sites d'annonces. On est obligé d'aller chercher les candidats partout où ils sont.
Je mets un peu plus de réserve sur le tutoiement que disait Christine, alors j'ai peut-être mon côté vieux jeu pour le coup, mais même si au sein de la maison Chavutier on se tutoie tous, personnellement j'ai beaucoup de mal à aller tutoyer les candidats, et pour autant ça se fait beaucoup par exemple dans le secteur informatique. Et peut-être que dans certains recrutements d'informaticiens ou de data analystes, etc., bah, peut-être que finalement c'est une bonne formule, même si bon, moi j'ai un peu plus de mal. Et puis pour terminer sur le salaire, c'est un vrai débat. J'ai vu passer il y a quelques jours l'APEC qui a sorti une étude disant qu'il y avait 48% de candidats en plus lorsqu'on indiquait la rémunération. Donc c'est énorme. Je me bats depuis un certain nombre de mois maintenant pour essayer au maximum d'indiquer les salaires, ou tout du moins une fourchette de salaire sur tous les postes. Et finalement, là où je suis pas d'accord avec vous, Loïc, c'est que sur les postes cadres, indiquer si on est sur un poste à 35-40 000 ou un poste à 50-55 000, c'est certain qu'on n'aura pas le même niveau de candidat. Alors du coup, effectivement, on va perdre un certain nombre de candidats, mais on va peut-être gagner en qualité. Et du coup, typiquement, un commercial à 30 000 ou un commercial à 70 000, il se positionne pas sur le même poste. Et le fait de l'indiquer, parfois l'annonce est pas super bien rédigée, et donc on n'arrive pas forcément à positionner le poste, et du fait que le salaire, du coup, nous aide. Je pense que c'est important aujourd'hui d'indiquer les rémunérations, même si ça reste aussi une pratique. Ça veut dire qu'en interne, il faut être clean, si je peux me permettre. Ça veut dire qu'il faut avoir des grilles, il faut être certain que tout le monde ait la bonne rémunération, au bon niveau. Donc c'est un vrai travail interne avant de pouvoir diffuser ces informations en externe. Merci beaucoup. Justement, on a commencé donc à voir un petit peu finalement ces éléments, donc notamment par exemple le salaire. On a aussi évoqué tout à l'heure le logement. Est-ce que donc comment trouver des solutions, des bonnes pratiques par rapport à du logement à la propriété ou à proximité? Voilà, qu'est-ce que vous avez à la fois pour des CDI peut-être et des saisonniers? Enfin, je me dis peut-être plus pour les saisonniers, mais voilà, qu'est-ce que vous avez vous comme outil finalement pour débloquer des fois des recrutements sur cet enjeu du logement ou même de l'accessibilité peut-être par rapport au déplacement? Nous, on a la chance pour le coup d'avoir une petite colocation qui fait que on peut accueillir nos stagiaires, quelques stagiaires, chaque année en logement ici. Ça veut dire que ça nous permet, ici à Tain-l'Hermitage, ça veut dire que ça nous permet d'attirer finalement les meilleurs stagiaires de France en leur disant peu importe que vous soyez de la région, peu importe d'où vous venez, vous êtes bon, on vous veut. Du coup, on a une petite colocation, quelques personnes. Donc ça, c'est la chance qu'on a. Après, c'est vrai que pour les saisonniers, on a malheureusement pas encore trouvé la solution miracle. Donc, mais je retiens l'idée de Loïc par rapport au camping, parce qu'effectivement, on a plusieurs campings aux alentours, et finalement, faire un partenariat avec eux, c'est peut-être une très très bonne idée. Il ne faut pas hésiter aussi à se renseigner auprès des dispositifs qui peuvent être mis en place soit par les agglomérations, soit par les départements ou régions. Je sais que dans la région de Béziers, il y a un dispositif, un accord qui est passé avec les propriétaires de logements habituellement loués pour des touristes, où l'association en fait réserve des hébergements dédiés aux salariés saisonniers, que ce soit saisonniers en hôtellerie-restauration ou en viticulture. Donc voilà, essayer de rechercher aussi sur son territoire s'il n'y a pas des dispositifs, des associations qui proposent ce type d'aide. Et justement, Madame Leclinch, par rapport aux offres que vous pouvez voir sur les saisonniers, est-ce que le fait voilà, de dire il va y avoir un logement, une facilité en tout cas pour trouver un moyen de loger à proximité des lieux de l'emploi, ça permet de débloquer, ça donne plus de résultats? Enfin, vous le sentez vraiment au niveau des statistiques ou des retours à la candidature? Oui, sur le nombre de candidatures qu'il y aura sur ces offres-là, en effet, ça a un impact fort. Est-ce qu'il Moi, y a j'ai des... aussi, pardon. Oui, vas-y. Alors, je disais que c'est aussi critique pour moi dans des zones à forte pression touristique. Je pense au Luberon, à la Côte-Varoise, même au Pic Saint-Loup. C'est des endroits où de proposer un logement décent pour un collaborateur en CDI, ça va lui permettre d'avoir un reste à vivre tout à fait suffisant. Et du coup,
les deux peuvent s'y retrouver, quoi. Les deux, quand je parle des deux, c'est l'employeur et l'employé. C'est vraiment dans ces zones-là, ça fait vraiment la différence, hein. Et, et justement, monsieur Perrin, par rapport à tout ce que vous avez commencé un peu à l'évoquer, de ces enjeux de flexibilité ensuite, enfin, comment est-ce qu'on peut finalement réussir aussi à s'adapter vraiment aux attentes de l'employé par rapport finalement à un besoin de l'employeur? Quelles sont les marges de manœuvre? Enfin, comment faire pour réussir à débloquer un recrutement, peut-être en essayant peut-être pas de revoir à la baisse ses exigences, mais en tout cas faire en sorte de vraiment adapter le poste pour pas être voilà, enfin, pour vraiment s'adapter entre le déséquilibre qui est entre l'offre et la demande actuellement. Ben, pour moi, une de mes spécificités dans le recrutement, c'est vraiment l'intégration. Et donc l'intégration, elle joue à plusieurs titres. Elle joue d'abord auprès de l'employeur, qui peut se dire, bon, de toute façon, je serai accompagné. Donc j'ai bien sûr une garantie. Et donc finalement, le risque de prendre quelqu'un et d'être coincé, il est plus faible, puisque si on arrive à une cessation du contrat de travail, ben, je repars en chasse, hein. Et puis, ça détend, c'est-à-dire quelqu'un qui coche 85% des cases peut finir par être embauché, alors que sans cette offre, sans cet accompagnement, il ne le serait peut-être pas. Après, moi, ce que j'observe, c'est vraiment que la tolérance des collaborateurs nouvellement embauchés et des employés, elle a vraiment baissé depuis le Covid. C'est-à-dire que il y a la question d'arrêter la collaboration, elle est quand même souvent là où il y a 2 ans ou 3 ans, c'était une question que j'appelais formelle, mais qui n'était pas dans les esprits en permanence. Et donc, comment faire par rapport à ça? C'est accompagner la communication, c'est donner des techniques externes pour poser ses besoins, y compris quand c'est un employeur qui considère que le collaborateur n'est pas au rendez-vous. C'est comment faire passer le message qu'aujourd'hui, mon collaborateur n'est pas au rendez-vous, sans le braquer et sans avoir le risque que dans 2 jours, ils disent bah, ciao, au revoir. Même si, voilà, c'est des choses qui peuvent encore arriver. Mais donc pour moi, ce focus sur l'intégration, ça se traduit par des contacts réguliers et parfois ce que j'appelle des astuces, des conseils pour vraiment ajuster. Alors, quand il y a une erreur de casting manifeste, ben, j'ai pas forcément la solution miracle, mais il y a un certain nombre de fois où, oui, d'accord, c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui une génération plus jeune. Ah, d'accord, ils ont besoin de feedback. Bah oui, regardez, quand ils postent sur LinkedIn ou sur Facebook, ils vont regarder le nombre de likes. Mais finalement, le seul endroit où ils savent pas qu'ils font du bon boulot, c'est quand ils sont salariés. C'est surprenant. Comment on peut faire ça, par exemple? Voilà. Donc, c'est fondamentalement de mettre une couche de management dans le métier de vigneron ou d'opérateur de la filière, qui sont en général des métiers qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait un BTS Vitéono ou une école d'ingé, enfin surtout un BTS Vitéono, on n'a pas le cours comment bien recruter, comment bien manager, quelles sont les bonnes pratiques. Et donc, d'avoir un accompagnement là-dessus, je trouve que ça peut faire des fois une différence. J'espère avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. Et vous évoquiez, je me souviens, pendant les préparations de cet échange, le fait qu'il y avait peut-être une certaine tendance à prendre la fuite. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi, Monsieur Granier, vous, cette difficulté donc non seulement il faut déjà réussir à accéder à des candidats, ensuite il faut réussir à trouver le bon, et une fois qu'on l'a, comment est-ce qu'on le garde? C'est quelque chose que vous avez aussi perçu. L'intégration, c'est quelque chose de primordial et tout ce qu'il y a autour de l'intégration, Loïc le disait, c'est effectivement la formation parce que les candidats arrivent dans une culture d'entreprise qu'ils ne connaissent pas et du coup, on a absolument besoin de les accompagner dans la prise de poste. Pour faire le lien avec effectivement le déblocage du recrutement, il n'est pas rare que nous soyons aujourd'hui obligés de prendre quelqu'un d'un peu plus junior que ce qu'on avait pensé au début. Et pour autant, Michel Chapoutier a toujours mis énormément de volonté à former des jeunes, à former des juniors. Donc finalement, c'est quelque chose qui ne nous dérange pas d'intégrer des personnes qui vont être plus juniors, avec un petit peu moins de compétences. Mais par contre, on sait que derrière, il va falloir les accompagner, il va falloir les former. Donc nous, on fait pas mal de formations en interne pour ça, que ce soit au niveau de la vigne ou du vin, que ce soit au niveau des fonctions support. On essaye de mettre en place
un certain nombre de process finalement d'intégration, certes au niveau RH, contrat de travail, mais aussi au niveau du manager. Et on a besoin que les managers soient de plus en plus impliqués finalement dans l'arrivée d'un collaborateur. D'ailleurs, on n'intègre plus un employé, mais on intègre un collaborateur, quelqu'un qui vient dans l'entreprise. Après, il y a tous ces enjeux effectivement de fidélisation sur lesquels on travaille de plus en plus. Ça va passer par les plans de formation, etc. Mais typiquement sur les saisonniers, là où c'est quand même une population qui est extrêmement difficile à garder, on a mis en place il y a maintenant quelques années d'énormes tableaux Excel où on référence tous les saisonniers qu'on a, en sachant que on intègre à chaque fois 40 à 60% de gens chaque année qui n'ont aucune connaissance de la vigne, donc qu'il va falloir former. Donc il y a énormément de formation en amont. Et sur ces tableaux Excel, on va savoir exactement qui a fait quoi quelle année, de sorte que l'année suivante, à la fin des vendanges, on leur dit reviens l'an prochain, tu as fait ça, donc demain on pourra te proposer ça si tu reviens. Et la personne revient. Et au fur et à mesure des années, la personne finalement va monter en compétences au sein de notre domaine. Et dans le meilleur des cas, ça va être d'identifier ceux qui sont les meilleurs et de leur proposer un CDI. En sachant qu'après, on est sur une population qui va pas forcément qui n'a pas forcément d'attache dans la région, qui n'a pas forcément envie de rester. Ou même en janvier, on a proposé 3 CDI à 3 saisonniers qui nous ont dit oulala, je ne sais pas si je suis au niveau, moi je ne fais que les saisons, moi je ne sais pas si je peux accepter un CDI comme ça. Ben oui, mais voilà toutes les compétences, voilà d'où tu viens, voilà ce qu'on peut te proposer et voilà ce qu'on peut te proposer demain. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Ce qu'on propose maintenant aussi à l'ensemble de nos saisonniers, c'est autour de l'ambiance de travail. Par exemple, on fait un repas à la fin des vendanges pour inviter tout le monde et remercier tout le monde. Avant de commencer la journée de travail, on a 10 minutes d'exercice musculaire. C'est-à-dire qu'en janvier, quand il fait froid, quand parfois on sait qu'il va pas tarder à pleuvoir, on a un entraînement musculaire. Ça réchauffe tout le monde, ça réchauffe les esprits, ça réchauffe les cœurs, et on y va, et on va pour travailler ensemble. C'est vraiment des choses sur lesquelles il faut les accompagner, il faut leur proposer des choses qui sont nouvelles, et finalement, il faut réussir à innover pour réussir à les garder. Ça, c'est pour les saisonniers, mais c'est pareil finalement pour les CDI. Il faut aller chercher des nouvelles pistes, il faut savoir donner envie jusqu'à l'étape de l'intégration. Merci beaucoup, M. Granier. Je voudrais juste faire quelques dernières petites questions avant de passer à celle du public. On a juste évoqué l'enjeu effectivement pour revenir à l'origine, finalement, de chercher des candidats, que c'était pas forcément évident effectivement de trouver les bonnes personnes. Vous, Monsieur Perrin, donc vous allez chercher où? Donc on a évoqué effectivement donc Vitijob, donc j'ai oublié de le préciser, mais effectivement Vitijob appartient comme Vitisphère au groupe France Agricole. Mais donc vous allez chercher sur Vitijob, vous allez chercher sur l'APEC, sur Pôle Emploi, sur Facebook, sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des choses pertinentes pour certains types d'emplois ou il y en a d'autres qui sont totalement à éviter? Moi, j'ai jamais vu un chef de culture ou un maître de chai qui avait oublié de regarder Vitijob. Donc, sur les postes purement techniques, l'avantage de passer par un recruteur, c'est qu'il a son vivier. Mais moi, comment j'ai constitué mon vivier, c'est globalement des candidats qui ont postulé à un moment ou à un autre, hein. Donc, oui, alors après, je fais souvent des relais sur LinkedIn. Il y a aussi quelques groupes Facebook, en particulier sur les Flying Winemakers, ou alors des gens qui cherchent spécifiquement dans des domaines en biodynamie. Donc, c'est quelques pistes. Voilà, il s'agit pour moi les postes un petit peu, effectivement, tout ce qui est comptabilité. Là, j'ai une offre comptabilité en cours. J'ai posté sur Vitijob et puis sur un job board classique. 95% de mes réponses, elles viennent du job board classique. Et pourtant, ce ne sera pas très compliqué d'apporter le vernis technique pour être d'une comptabilité, dans une comptabilité agricole. Donc, ça, on va trouver, quoi. Après, pour moi, un bon candidat, c'est un mélange entre un savoir-faire et un savoir-être. Beaucoup se focalisent sur le savoir-faire. Alors, c'est sûr qu'un chef d'équipe qui n'a jamais
atteler un outil sur son tracteur, c'est pas pareil qu'un chef d'équipe qui a cette légitimité technique, hein. Donc, je veux dire, il y a des limites à mon hypothèse, mais le savoir-être, c'est vraiment essentiel. Et l'avantage parfois de passer par un recruteur, et je pense pas qu'à moi, je pense bien sûr aussi à tous mes confrères, c'est que je peux mettre en relation des gens qui vraiment, j'ai la conviction, vont pouvoir travailler ensemble. Quitte à ce que le poste évolue un petit peu parce que les compétences techniques ne sont pas 100% là, mais par contre, savoir avoir un regard extérieur pour dire ben, cette personnalité-là et celle-ci, je pense que ça peut complètement matcher. Ça, c'est un vrai plus. Et qui parfois est surprenant même pour les candidats parce que j'ai des candidats, je leur dis ben ouais, j'ai pensé à vous pour un tel poste. Ils font, vous êtes sûr? Je fais bah je suis sûr que vous pourriez bien bosser avec le patron en tout cas, donc c'est déjà énorme. Voilà. Merci beaucoup. Et Ouais, puis Monsieur c'est Vernier, d'autant. oui, Pardon. pardon, Christiane. Désolée. Non, non, du coup, c'est vrai que je rejoins Loïc Perrin et aussi sur le fait que la personnalité sera très importante dans l'équilibre de l'équipe. C'est qu'on intègre quelqu'un dans une équipe et je sais qu'à titre personnel au sein de l'équipe, on fait des choix aussi sur des personnalités où on sait que ça va coller. Des personnes peuvent avoir d'excellentes compétences, mais si ça colle pas, on déséquilibre tout et on met en danger aussi l'équipe. Donc c'est vraiment important cette ouverture d'esprit de se dire il y a peut-être pas toutes les compétences chez ce candidat, mais par contre j'assure une cohésion. Merci beaucoup. Et, Monsieur Granier, vous évoquiez lors des préparations de cet entretien aussi des nouvelles façons finalement de déployer les annonces avec des partenariats, des job dating, aussi des reconversions professionnelles. Vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? C'est ça, effectivement. Alors, on passe évidemment toutes nos annonces sur les job boards, on va dire un peu plus classiques, VT-Job, toutes nos offres d'emploi et particulièrement celles en vigne et en vin. Pour Pôle emploi, aujourd'hui, on voit aussi se développer l'agriculture recrute, qui de plus en plus nous amène des candidats. On diffuse aussi sur Indeed. Indeed, c'est vraiment c'est un agrégateur d'offres d'emploi, donc du coup, il y a de tout et de rien. Donc, pareil au niveau des candidats, on va recevoir beaucoup de candidatures, dont 80% ne seront pas pertinentes, mais il y en a quelques-unes à garder à chaque fois. Contrairement à VT-Job, on sait qu'on va recevoir des candidatures qui vont être extrêmement qualifiées. Après, effectivement, on a noué des partenariats, que ce soit avec les écoles. Alors, les écoles de commerce, vin, pardon, commerce d'internationalisation du vin, etc. Les CFPPA, pour tout ce qui va être des tractoristes, etc., qui chaque année nous envoient typiquement des stagiaires que l'on va pouvoir former et CDIser ensuite. On a des partenariats avec des organismes de formation, avec des mairies aussi qui nous envoient régulièrement des candidats. Il y a quelques mois, on a organisé notre premier job dating. Pour le coup, c'est Pôle emploi qui nous a soufflé l'idée en nous disant de plus en plus d'entreprises proposent d'ouvrir ses portes. Et donc, on a ouvert nos portes et on a reçu un certain nombre de candidats directement qui venaient chez nous sur toute une journée. Et finalement, même si on n'a pas eu énormément de candidats, ça a débouché sur 8 embauches. Donc, en soi, on a tout gagné. En fait, en une journée, on a trouvé 8 candidats nouveaux. Et effectivement, la reconversion professionnelle, on est en contact avec la gendarmerie de Lyon, qui typiquement nous fournit entre guillemets des candidats qui arrivent en retraite de la gendarmerie et qui peuvent par exemple tenir un poste de réceptionniste de nuit dans notre hôtel ou dans les métiers de la vigne qui veulent avoir un retour à la terre. On a les SPAI qui sont les militaires, les parachutistes à Valence qui pareil nous fournissent aussi des tractoristes parce que typiquement, il y a aussi des mécaniciens, il y a aussi des gens qui ont d'excellentes compétences militaires et qui arrivent à la retraite. Et du coup on essaye de plus en plus d'aller vers ces profils qui sont complètement atypiques, mais qui ont la tête bien faite, qui sont capables de s'intégrer dans une équipe, qui sont capables d'apprendre. Et finalement, les soft skills, donc vraiment le savoir-être, va aussi beaucoup jouer en plus du savoir-faire. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cet échange que moi je trouvais vraiment très instructif. Je termine juste effectivement pour dire sur cet été, on vient de lancer aussi une campagne de recrutement sur les enfants du personnel.
C'est la première fois, on a mobilisé tout notre personnel en disant tous ceux qui ont des enfants de plus de 18 ans qui souhaitent travailler cet été pendant 2 mois, oui, il y a de la préparation de commandes à faire, oui, il y a du rangement, oui, il y a de l'archivage. Et du coup, c'est aussi finalement cette vocation de réseau. Donc là, c'était les enfants du personnel, mais pouvoir faire coopter finalement des gens pour amener à postuler chez nous, c'est aussi un très bon moyen de recrutement. Si je peux juste compléter par rapport à ce besoin de maillage, par rapport à la diffusion des offres. C'est vrai qu'on a totalement conscience que les candidats, il y en a et dans les secteurs, dans l'écosystème. Et justement, on passe de plus en plus de partenariats. On est en partenariat avec Pôle emploi, Région Job, enfin nouvellement Hello Work, Un jeune, une solution. C'est aussi l'idée, c'est VT Job, c'est diffusé sur VT Job et multidiffuser ces annonces-là. Justement, Indeed aussi, on travaille avec eux pour permettre voilà, une visibilité des offres justement sur tous ces profils-là et en effet qui permettent d'attirer d'autres candidats qu'on n'aurait pas eu forcément sur les réseaux spécialisés. Ben, merci beaucoup à tous les trois. Alors on a déjà des premières questions du public qui peut encore en poser. Là, on commence à être, on est bien au niveau du temps encore. Alors pour une première question qui est très spécifique, mais je pense qu'il montre bien justement les demandes finalement très concrètes de personnes qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de faire beaucoup de recrutement. Il y avait une question qui était de savoir où s'adresser pour trouver un opérateur de chez niveau bac pro et ou BTS, CDI ou CDD pardon CDI pour un domaine situé rive droite du Bordelais. Peut-être Étienne pour cette question très très spécifique, mais qui montre bien justement des choses très nettes. Bah déjà diffuser l'offre sur VT-Job dans un premier temps en qualifiant bien le lieu, le domaine et ce que vous recherchez. Après, c'est voir aussi tous les organismes de formation qu'il peut y avoir autour en local et essayer de diffuser l'offre auprès des bonnes personnes au sein des écoles et se rapprocher aussi dans des écoles, ça reste quand même un bon créneau. Il y a de plus en plus aussi de régions qui lancent leur site emploi. Là, je me suis inscrit sur Auvergne-Rhône-Alpes Emploi, qui s'appelle Nos Talents, Nos Emplois. Il y a aussi Vita Bourgogne. Alors du coup, je connais pas le Bordelais parce qu'on n'a pas de vigne là-bas, pas encore. Mais effectivement, c'est aussi des moyens. Après, c'est vrai qu'on est sur un poste ciblé vigne et vin. Et typiquement, VitiJob sera le meilleur. Les job boards qui sont spécialisés, il y a des job boards qui sont spécialisés en finance, il y en a qui sont spécialisés vigne et vin, il y en a qui sont spécialisés commerce. Il faut vraiment aller sur les job boards qui sont spécialisés pour ces profils assez spécifiques finalement. Merci. On a une autre question qui est aussi très technique, mais je pense que peut-être pour vous, Monsieur Granier, savoir comment ça se passe pour le repas lorsqu'ils sont logés. Alors j'imagine que c'était plutôt par rapport à des saisonniers, savoir s'il y avait je ne sais pas si c'était des obligations ou au contraire des possibilités. Dans ce cas-là, dans quel cadre est-ce que l'on peut proposer un repas à un salarié en CDI ou saisonnier? Pardon, je n'ai pas compris. Alors la question c'était comment ça se passe pour le repas lorsqu'ils sont logés. Donc j'imagine que c'est par rapport notamment peut-être à des saisonniers. Donc on leur propose un logement, savoir s'il y avait des obligations en termes euh, aussi de repas en fait, ou si c'était une possibilité qui était possible. Pour le coup, c'est plus la branche RH. Moi, je suis juste au recrutement, donc c'est un peu compliqué de répondre. Après, effectivement, je sais que pour les logements, il y a énormément, et on a été déjà contrôlé par la directe, parce qu'il faut y avoir un frigo par personne, il faut que le logement soit décent, il faut avoir un certain espace, etc. Pour le repas, nous, on n'en fournit pas à nos saisonniers. On a la chance de pouvoir en fournir à nos vendangeurs. Qui sont dans la vallée du Rhône. C'est-à-dire qu'on a 3 personnes en cuisine qui vont fournir le repas de vendange du midi. Après, typiquement sur nos stagiaires qui sont logés du coup à la colocation, ils se débrouillent. On n'a pas d'obligation légale. En soi, on leur fournit juste le logement à titre gratuit. D'accord, merci beaucoup. Une question peut-être pour vous, Monsieur Perrin. Donc, notre auditeur nous demande, donc on parle de salaire. Quel est le meilleur moyen d'évaluer le bon niveau de rémunération par rapport à la concurrence? Par exemple, quel est le niveau de rémunération d'une assistante commerciale? La fourchette semble vaste, n'est-ce pas? L'assistante commerciale, c'est parfois un bras droit déguisé.
c'est quelqu'un qui peut être là depuis 3 semaines ou qui peut être là depuis 30 ans. En fait, j'ai pas de réponse définitive. Ça dépend aussi beaucoup du bassin d'emploi. C'est-à-dire qu'il il y a des fortes variations entre une assistante commerciale en Bourgogne ou dans l'Aude. C'est pas du tout la même rémunération. Et comment faire? Ben, vous avez quand même, j'imagine, des confrères, des concurrents, des collègues. Donc, demandez-leur tout simplement quel est le niveau de rémunération de leur chef d'équipe, de leur chef de culture. C'est des choses qui fondamentalement se savent toujours. Donc autant que ce soit vous qui le sachiez avant de proposer des offres, plutôt que ce soit les candidats qui vous disent au bout d'un certain temps, vous êtes complètement en dessous du marché, quoi. Une question bête, il n'existe pas de référentiel, que ce soit de statistiques ou d'éléments qui permettent d'avoir à peu près des niveaux de rémunération, on va dire, moyens par rapport à certains postes ou en tout cas certaines qualifications, je ne sais pas. Alors, il y a eu une offre qui a été, enfin, il y a une étude qui a été faite par un de mes concurrents, je pense, qui est sortie sur Bordeaux, et moi, je me retrouvais pas du tout dedans, parce que ça illustre que c'est vraiment propre à chaque bassin d'emploi. C'était sur les postes techniques, vignes, caves et direction technique. Fondamentalement, ouais, c'était bien plus élevé que moi les référentiels que j'utilisais. Ceci dit, aujourd'hui, il y a quand même une forte pression inflationniste, c'est-à-dire que les candidats profitent des changements de poste pour faire du rattrapage. Et puis, il y a aussi une vraie inquiétude sur le prix de l'essence. Et donc, je connais beaucoup de domaines là aujourd'hui qui font des coups de pouce pour l'essence du carburant pour leurs collaborateurs, quoi. Après, non, je ne connais pas de grille universelle et Il y a, Oui, non, absolue. j'imagine. il y a toujours un certain nombre de grilles qui sont données par un certain nombre de très grands cabinets. Alors après, ça se veut très généraliste et plus pour les emplois de bureau, effectivement. Page Group, Robert Walters, Ace, etc., qui diffusent régulièrement des grilles de salaire en mettant région parisienne ou au contraire dans les autres régions. Je sais que nous, on avait participé à une grande enquête de l'UMVR, l'Union des maisons de la vallée du Rhône, de vin des vallées du Rhône, et du coup, qui nous avait restitué toute une palette justement d'informations sur les rémunérations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve à droite à gauche, c'est des choses qui sont très généralistes. Et comme le disait Loïc, une assistante commerciale, ça peut être celle ou celui qui fait juste la saisie des commandes, ou ça peut être le bras droit du directeur de Vente France qui finalement a toute la relation clientèle avec les grands comptes. Donc ça peut aller là, du kit au double. Et je vois que là, nos auditeurs réagissent pas mal à ces enjeux de salaire. Peut-être deux questions complémentaires. Il y en a une qui demande s'il n'y a pas de grille de salaire publiée dans le cadre de la convention collective. Et une autre personne qui demande sous quelle forme les coups de pouce pour le carburant sont-elles donnés, primes, tickets, etc. Vous auriez des éléments, peut-être, Monsieur Perrin, je ne sais pas si peut-être un souci de connexion, Monsieur Granier, si vous avez des éléments Du par coup, rapport à ça. c'est pour moi, très bien. Voilà. C'est toujours une caméra qui plante, mais je suis là. Ah, d'accord. Sur le coup de pouce carburant, pour le coup, je ne connais pas légalement ce qui est possible de faire au niveau peigne. Et la première question qui était plutôt sur la convention collective. Donc oui, sur la convention collective, il y a effectivement des grilles minimales qui sont données. Après effectivement, tout est à mettre en corrélation avec le poste exact. Donc c'est assez compliqué, mais on voit effectivement aussi une inflation par rapport aux jeunes diplômés. On se rend compte que globalement, quelqu'un qui sort d'un bac plus 5, aujourd'hui, il va demander 35 000. Un ingénieur, il va demander 40 000. Quelqu'un qui sort de BTS, il va demander 1 500 euros net, donc presque 2 000 euros brut. On voit beaucoup ça à la sortie des écoles, et il y a beaucoup d'écoles qui poussent justement aussi pour dire valorisez-vous sur le marché du travail et vous pouvez prétendre à ça. Et malheureusement, on a aussi beaucoup de candidats qui tombent aussi en des études parce que ils se rendent compte que c'est pas du tout les niveaux de rémunération que les écoles on peut leur vendre. Mais effectivement, beaucoup de Bac plus 2 demandent 2 000 euros brut, beaucoup de Bac plus 5 demandent 3 000 euros brut, et un ingénieur, 3 500, c'est ce qu'on voit souvent, c'est pas ce qu'on propose tout le temps,
Mais c'est ce qu'on voit beaucoup. Ouais. Alors, pour répondre à la question sur le carburant, ben, rien n'empêche de présenter 2 tickets de carburant et de les rembourser en frais professionnels. Est-ce que c'est complètement dans les clous? Je n'ai pas la conviction. Est-ce que c'est des pratiques que je vois tout le temps? En On a tout une cas, personne qui ça nous a permet. indiqué sur le chat qu'il existait déjà une prime carburant versée à hauteur de 200 € par an. Voilà, juste pour. Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, moi ce que je vois, c'est au-delà de ça, quelque chose qui est finalement assez transparent dans les fiches de paye, dans les rémunérations, mais qui permet de faire une différence pour quelqu'un qui est loin de son domicile. Enfin, pour lequel le travail est loin du domicile. Alors, je suis désolé, on a déjà un peu mordu sur le temps, mais on va Oui. essayer de faire quelques questions encore parce il y en a pas mal que je trouve assez intéressant. Peut-être une pour Christine sur VitiJob. Quelqu'un me demande si vous préconisez de noter le lieu à côté de l'intitulé du poste, savoir si c'est un intérêt ou pas en fait. Oui, pour l'instant, oui. En effet, on est sur un projet de développement de nouvelles versions avec des nouveaux ajouts. Aujourd'hui, sur VitiJob, on n'a pas en fait le critère ville. On n'a pas ce champ-là, donc c'est toujours intéressant. Alors, peut-être dans l'annonce, sur le titre, c'est intéressant. Dans l'annonce sur, c'est vraiment bien repréciser le poste pour éviter d'avoir des candidats qui se positionnent et se rendent compte au moment de l'entretien que finalement le poste n'est pas du tout situé proche de son logement. Donc, à spécifier en tout cas dans le corps de l'annonce impérativement. Et bientôt, ce sera possible de l'intégrer directement dans l'offre. Ce sera mieux adapté. À minima, pour moi, ce qu'il faut mettre, c'est à minima l'appellation, si on est sur des postes avec une appellation contrôlée en face. Parce que la ville n'est pas forcément connue, mais l'appellation, je trouve que c'est un bon référentiel pour notre secteur. Merci beaucoup. Il y a deux questions qui reviennent, je pense, un petit peu au même. C'est pour savoir où se faire aider pour la rédaction d'un contrat et sur la partie sociale RH. Et une question subsidiaire qui est de savoir, par rapport à un logement proposé, j'imagine, à un saisonnier ou à un CDI, où trouver les textes qui indiquent s'il faut, par exemple, un frigo par nombre de personnes ou des éléments, on va dire, voilà, un peu réglementaires sur les mètres carrés ou sur tout ce qui est, on va dire, d'essence du logement. J'imagine que c'est peut-être un avocat ou par rapport à quelqu'un qui est en tout cas spécialisé dans le droit du travail, j'imagine. Monsieur Pour le Granier contrat, en tout cas, ou pour le Monsieur Carr. contrat, c'est sûr que les cabinets comptables dans leurs pôles sociaux, en général, c'est eux qui proposent ça. Il y a aussi les fédérations. Je pense aux fédérations départementales qui ont en général des juristes. Donc dès lors qu'il y a un juriste, vous avez une porte d'accès pour répondre à ces deux problématiques. Merci. Donc on va peut-être prendre je suis désolé pour les personnes qui nous envoient encore des questions, on va en prendre peut-être deux à la suite pour faire réagir à chacun sur un peu un mot de conclusion. Donc il y en a une qui demande tout simplement sur quel levier agir pour recevoir des candidatures pertinentes, peut-être si vous en avez un levier en particulier, et une question qui est assez développée mais qui je trouve permet bien aussi de poser finalement les enjeux qui restent concrètement sur le terrain. Donc c'est une personne qui nous demande, qui vous remercie chacun pour les outils proposés, et cependant lorsqu'on a bien fait ses devoirs au préalable, donc la personne évoque le fait qu'elle a fait des formations pour améliorer son management, que l'on a bien préparé son offre d'emploi en la rendant attractive. Donc il s'agit d'un domaine certifié HVE qui en fait souhaite passer à certification bio et qui cherche dans ce cadre-là un chef de culture. Que l'on a bien étudié les salaires pratiqués dans le bassin d'emploi, donc via son centre de gestion des ressources humaines. Que l'on a essayé d'optimiser nos chances pour les candidatures soient adaptées au poste et la cohésion de l'équipe, donc avec une assistance consultante ressources humaines, et que nous n'avons reçu que quelques candidatures non pertinentes, avec des CV à trous ou pas de lettres de motivation, sur quel levier agir. Donc voilà un peu ces deux questions qui vous demandent finalement si vous auriez un peu, peut-être pas la solution miracle, mais en tout cas des pistes qui permettent de débloquer des situations bloquées. Moi, quand je suis vraiment au bout, je fais appel à un cabinet. Plus sérieusement, effectivement, on parle vraiment de plus en plus d'expérience candidat et pouvoir agir sur toutes les annonces. Une fois que toutes les annonces sont passées, qu'on a maximisé tout, il faut passer par le réseau. Finalement, c'est parce que quelqu'un connaît quelqu'un. On estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près de mémoire
du coup 20% des annonces qui ne sont pas publiées parce qu'elles sont d'ores et déjà pourvues par le réseau. Ça peut passer par un syndicat de vignerons, ça peut passer par le réseau des personnes, des collaborateurs. Ça peut passer, donc il faut vraiment essayer de passer partout et maximiser l'expérience candidat, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu le bon CV, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui fait rencontrer 18 personnes, on lui fait passer 50 tests et à la fin peut-être qu'on lui dira non, ou est-ce que finalement on a déjà quelque chose de cible et on se dit très bien, on l'appelle, on fait un premier entretien téléphonique, ensuite on le reçoit une fois, 2 fois grand maximum, et finalement il faut savoir qu'aujourd'hui un cadre qui met son CV en ligne, en 3 mois il est recruté. Donc si votre process de recrutement il dure déjà plus d'1 mois, on a perdu le candidat. Donc il faut vraiment être au clair sur le process et dès qu'on a le bon CV, agir et aller vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Loïc, mais D'abord, effectivement, est-ce que votre mécano, là où vous allez changer vos pièces sur le tracteur, est au courant que vous cherchez un chef de culture? Est-ce que votre fournisseur de produits phyto est au courant que vous cherchez un chef de culture? Parce que lui, il peut dire, ah tiens, tel domaine, ils ont l'air sympas, ils travaillent bien, en plus ils ont des projets, ils ont du bon matériel. Donc, effectivement, le réseau, c'est la base. Ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, pas d'aide de motivation. Et alors? Et alors, je veux dire, ça peut vous aider à comprendre quelle est la motivation. Il peut expliquer dans cette lettre de motivation pourquoi il change déjà ou qu'est-ce qu'il cherche vraiment. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de lettre de motivation qu'il n'y a pas de candidat derrière. Et puis, attention sur les analyses qui sont proposées par les centres de gestion. Les centres de gestion, elles ont aussi comme intérêt de limiter un peu les bases salariales. Et puis, ce qu'elles observent, c'est pas la réalité des salaires d'embauche. Ce qu'elles observent, c'est la réalité des salaires en cours. Et c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va faire changer de job, eh ben, il va quand même prétendre à 5, 8, 12% d'augmentation. Et donc, c'est pas parce que votre comptable vous dit que vous êtes largement au-dessus des clous que vous l'êtes. Voilà. Merci beaucoup. Et Madame Leclinch, peut-être pour conclure, vous-même, quand vous avez le cas de quelqu'un qui finalement est un petit peu bloqué, qui n'arrive pas à avoir de candidature pertinente, qu'est-ce que vous lui proposez comme solution? Oui, c'est ça. On parlait à son réseau autour. Travailler LinkedIn fonctionne quand même pas mal aussi. Voilà, de repartager l'annonce. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est relancer aussi l'annonce sur les sites, les remettre en tête de liste, montrer que le poste est toujours à pourvoir. Je rejoins Loïc sur le fait, la lettre de motivation. Aujourd'hui, les candidats ne le font quasiment plus. Je ne sais pas, Florian, vous, les candidatures que vous recevez, mais c'est de plus en plus rare, ça a changé. La motivation se passe plus dans les échanges qu'il y aura à la suite du traitement du recrutement. Donc on n'a pu avoir les mêmes attentes aujourd'hui sur le mode de candidature. Ne passez pas à côté de profils parce que la personne ne répond pas à vos critères, à ce que vous attendez dans la forme de la candidature. Voilà, ça peut arriver d'avoir quelqu'un qui a juste envoyé un CV un peu brouillon et puis finalement on rencontre la personne et il y a beaucoup de choses derrière. Donc, et ça a changé et il faut s'adapter à ça. Il n'y a pas le choix. Je crois qu'on a un gros travail d'adaptation à faire. La position du candidat a énormément changé là, ces derniers temps. C'est lui qui est en position de force sur le marché de l'emploi. Donc, c'est réussir à s'adapter. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et votre écoute. Désolé, on a débordé largement du créneau, mais l'heure est venue de nous séparer. Donc, je vous remercie, chers auditeurs, pour votre participation à notre deuxième webinaire premium. J'espère que vous suivrez nos prochaines conférences. Merci également à nos 3 intervenants pour leur disponibilité. C'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup, très aimable. Donc, j'espère que voilà, Bonne nous fin en de saurons journée. tous maintenant davantage sur le marché de l'emploi. Et donc, ce webinaire sera prochainement disponible en replay sur Vitisphere. Comme ça, vous pourrez revoir les éléments qui vous semblent plus intéressants et le partager autour de vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. au revoir.